Rebonjour à tous. Alors nous continuons notre forum santé innovation cet après-midi avec différentes tables rondes autour de la e-santé, autour de l'environnement, de la prévention et pour terminer la journée, une table ronde sur le Ségur de la santé. Alors nous entamons maintenant la e-santé. C'est une thématique qui a déjà été abordée un petit peu ce matin. Monsieur Jean-François Delfrécy l'a également évoqué avec Denis Lafay dans l'entretien qui a précédé. C'est une thématique qui est bien sûr très actuelle, plus que jamais. Il est clair que l'univers de la santé numérique est en train d'exploser aujourd'hui, annonçant une vague d'innovations qui vont bousculer la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies et le parcours de soins. Témoin de cette explosion, c'est la forte croissance du marché mondial de la e-santé. Sa valeur est estimée à 234,5 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de près de 160% comparée à 2019, selon l'étude prospective publiée fin 2019 par le cabinet Frost & Sullivan. Alors, le boom de la e-santé s'appuie sur des évolutions sociétales majeures, le vieillissement des populations, la forte augmentation des maladies chroniques, la démocratisation massive des usages numériques et l'outil numérique comme premier geste barrière pour les professionnels de santé au cours de la crise sanitaire. Donc la e-santé annonce de belles promesses, mais elle suscite aussi des questionnements sensibles et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Autour de cette table ronde, la e-santé, de belles promesses et de grandes questions. Alors, autour de moi, 3 intervenants, enfin en l'occurrence un seul autour de moi, les autres sont à distance. Monsieur Pascal Dureau, vous êtes le régional de l'étape, vous êtes médecin généraliste à Vénissieux, vous représentez aujourd'hui l'URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes délégué national du syndicat MG France. Vous y êtes en charge d'un des 3 projets de télémédecine et en charge du programme informatique. De l'autre côté de notre écran, David Senati, docteur en pharmacie et diplômé d'HEC Paris. David a fondé et a dirigé pendant 8 ans le premier organisme certificateur européen dédié au numérique en santé et accrédité par les pouvoirs publics. Et suite à la reprise de votre start-up, David, par un des leaders internationaux du secteur, vous avez rejoint la délégation ministérielle au numérique en santé en tant que directeur de projet et expert en entrepreneuriat et conformité. Bonjour David. Un autre Bonjour. David est avec nous. David Gruson, directeur du programme santé du groupe Jouve, spécialisé sur la transformation digitale. David Gruson a exercé plusieurs postes à responsabilité dans les domaines des politiques publiques et de la santé. Il est professeur à la chaire santé de Sciences Po Paris. Et David Gruson est fondateur d'Ethique IA qui défend une régulation positive de l'intelligence artificielle et de la robotisation en santé. Présentation faite, je vais commencer tout de suite avec une question pour David Senati. David Senati, l'an dernier, en février 2020, vous terminiez ici même à Lyon avec la délégation du numérique en santé, votre tour de France de la e-santé, afin de promouvoir l'engagement du gouvernement dans ce domaine. Pourquoi était-il nécessaire alors de partir à la rencontre des acteurs régionaux et quelles sont les orientations gouvernementales de la feuille de route du numérique en santé que vous avez partagée tout au long de ce Tour de France ? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, vous le disiez, le Tour de France, la e-santé, c'était il y a maintenant plus d'1 an que nous l'avons terminé. C'était une formidable expérience afin de rencontrer des acteurs de terrain qui font la réalité de la e-santé aujourd'hui, partager la vision que l'on porte à la délégation ministérielle au numérique en santé, et notamment cette vision d'État plateforme qu'on a l'habitude maintenant de présenter, mais je vais le refaire encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas notre fabuleuse maison
qui est le schéma de notre stratégie ministérielle du numérique en santé. On prend souvent l'allégorie en fait de la ville pour décrire la stratégie ministérielle du numérique en santé, en expliquant que jusqu'alors le marché de la santé numérique était un peu désorganisé. On ne savait pas vraiment qui faisait quoi. Il manquait un pilote dans l'avion et les règles entre les acteurs du privé et du public n'étaient pas forcément clairement définies. Et si on prend le modèle de la construction du BTP et de la ville, de l'urbanisation, les pouvoirs publics dans le domaine de l'urbanisme réalisent des infrastructures, donc les routes, le tout à l'égout, électricité, etc. Et les privés construisent les maisons, en gros, c'est très caricatural, je concède. Et dans le domaine de la santé numérique, ça doit être pareil. Donc les acteurs publics doivent du coup disposer d'infrastructures sécurisées, on va dire éthiques, du numérique en santé donc avec des référentiels et des services socles pour que les industriels puissent ensuite concevoir des outils numériques et se focaliser sur la valeur ajoutée de leurs outils. Alors que jusqu'à présent, parfois, il arrivait que les acteurs publics construisent des maisons, des buildings en plein champ, et les acteurs privés construisent certaines routes. Et donc, il était important pour la pérennité du secteur et de manière largement partagée par l'ensemble de l'écosystème, de repréciser le qui fait quoi et dans quelle direction nous allons. Donc, cette feuille de route du numérique en santé, c'est 30 actions dans 5 grandes orientations qui permettent de définir ce cadre d'État-plateforme où l'État définit des référentiels socles et des services socles, donc les fameuses infrastructures, les routes, afin que les acteurs du privé puissent, et les éditeurs et les industriels puissent s'accaparer ces référentiels, gagner du temps dans leur développement et vraiment se focaliser sur la valeur ajoutée de leurs outils pour les citoyens et les professionnels. Voilà en quelques mots ce en quoi consiste la stratégie ministérielle du numérique en santé. Je n'ai pas forcément l'occasion de détailler chacune des actions, mais tout ça permet d'améliorer la sécurité, l'interopérabilité et l'éthique dans l'ensemble de ces services numériques par ces référentiels socles que l'on met à disposition de l'écosystème avec lesquels on concerte également l'ensemble de l'écosystème pour développer ces référentiels largement partagés et que nous construisons au fil de l'eau. Et vous avez parlé du Ségur tout à l'heure en introduction. Dans le cadre du Ségur de la santé, c'est la première fois qu'il y a autant d'investissements aussi massifs qui consacrés au numérique en santé, puisqu'il y a 2 milliards d'euros sur le volet numérique du Ségur qui permettent justement d'approfondir ces référentiels socles, d'aller plus vite dans leur déploiement. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Sans parler des 30 actions, les 5 orientations, les 5 piliers, quels sont-ils, David Senati ? Il y a différentes grandes orientations de la stratégie concernent les différents étages de la maison que je vous ai décrit tout à l'heure. On a des sujets autour des référentiels socles, donc toute la réglementation qui vient s'appliquer sur les différents services du numérique en santé autour de l'interopérabilité, de la sécurité et de l'éthique. On a une orientation autour des services socles, des services que l'on met à disposition des industriels pour qu'ils gagnent du temps et pour éviter qu'ils réinventent à chaque fois des services qui sont proposés par les pouvoirs publics et mis à leur disposition par là en l'occurrence du DMP, de la e-prescription, la messagerie sécurisée de santé par exemple. Et au-dessus, on a des plateformes nationales que sont l'espace numérique de santé, le bouquet de services et le Health Data Hub, qui sont les 3 grandes plateformes nationales du numérique en santé qui permettent de déployer des outils du numérique en santé auprès d'un public plus large. Peut-être que j'aurai l'occasion de parler de l'espace numérique de santé dans nos échanges tout à l'heure, mais l'espace numérique de santé qui est un objet très important de notre stratégie, lancement 1er janvier 2022 pour tous les citoyens. Et au-dessus de cette maison et de ces 3 plateformes, il y a des nuages, et c'est tous les nuages autour de l'engagement des acteurs et le déploiement des solutions, l'innovation, l'évaluation et l'engagement des acteurs, dont faisait partie d'ailleurs l'action du Tour de France de la e-santé qui se situe dans cette partie engagement des acteurs. Merci pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à David Gruson. David Gruson, en tant que directeur du programme santé au sein du groupe Jouve, qui est développeur de solutions numériques et spécialiste des data, comment avez-vous intégré cette feuille de route dans vos activités? Est-ce que ça a changé quelque chose pour un industriel, pour un partenaire, entre autres, dans la transformation digitale des établissements de santé? Oui, en tout cas, c'est fondamental. Merci à David Senati d'avoir posé le cadre. Merci à vous de votre invitation et cette manifestation. Il faut voir d'où on partait. Vous l'avez rappelé, ça fait tant d'années que je travaille au sein du système de santé. Et effectivement, c'est à peu près la première fois qu'on a une vision un peu structurée de la stratégie, où on commence par poser les fondements et puis on y ajoute des briques complémentaires. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois très structurant pour permettre aux acteurs de l'innovation
Et je pense que ce sera intéressant d'entendre également le médecin qui est avec vous tout à l'heure, d'être à l'écoute des attentes des professionnels de santé, c'est ce qu'on fait, professionnels, patients, établissements, pour développer de l'innovation dans un cadre qui soit un cadre conforme aux orientations nationales, mais aussi le faire avec une marge de créativité dans ce qu'on propose pour essayer de répondre aux attentes du terrain. Et donc nous, pour être pratique, nous ce qu'on fait, on fait à deux niveaux. On a développé une solution d'IA d'aide à l'automatisation de l'admission des patients dans les établissements de santé. Donc, ça, c'est un outil dirigé vers les patients. Il y a une accélération très forte, David l'a dit, de la bascule digitale dans ce contexte Covid-19. Et ça s'est vu sur cette entrée en relation digitale avec le système de santé, ce qu'on appelle l'onboarding, l'entrée en relation. On a fait avec Jouve une étude avec OpinionWay en début d'année qui montre que maintenant on a 84% des Français et le taux d'approbation est très fort, quelle que soit la catégorie d'âge, qui sont prêts à réaliser leur formalité administrative et financière de contact avec le système de santé par la voie digitale, ce qui est une vraie rupture par rapport à un retard qui était longtemps noté en France. Ça, c'est le premier angle. Et puis le deuxième angle, et là, c'est aussi à mettre au crédit de la DNS. Il y a, à travers la DNS, à travers ce que fait le Health Data Hub, des appels à projets qui sont diffusés et sur lesquels on stimule l'innovation, la créativité des acteurs, la constitution de tours de table. C'est ce qu'on fait, c'est un peu l'ADN initial de Jouve. On est en fait un numériseur de masse. On l'a fait sur la numérisation notamment du fonds documentaire de la Bibliothèque de France. Et donc là, on construit un projet sur la digitalisation des dossiers médicaux, avec déjà un premier démonstrateur pratique pour le CHU de Guadeloupe, et puis avec 4 autres établissements, on a construit, déposé un projet qui permettrait David l'a dit, de commencer par le commencement, c'est-à-dire essayer de réduire les stocks de papier encore massifs qui existent dans le système de santé pour aller aider à l'alimentation d'outils comme le Health Data. Donc, il y a un cadre clair et puis des leviers de soutien à la créativité industrielle. Et je pense qu'il faut être lucide, c'est vraiment une période test dans laquelle on est, parce que le numérique rend aussi les frontières entre systèmes de santé beaucoup plus poreuses entre elles. Jouve est un acteur français, il y en a d'autres évidemment dans le champ de l'e-santé, mais c'est clair que c'est à nous de saisir ces opportunités, au pouvoir public de nous donner ces stimulus pour éviter qu'on ne soit complètement tributaire d'outils conçus hors d'Europe dans la gestion de nos systèmes de santé. Sinon, il y aura aussi un enjeu évidemment de souveraineté numérique. Tout ceci n'est pas du tout théorique. Merci pour cette première présentation. Alors à vous maintenant, Pascal, de réagir par rapport justement à cette feuille de route. Comment elle s'insère dans la stratégie numérique de la santé régionale? Est-ce que pour vous ça a marqué un coup d'accélérateur? On sait que la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle avait déjà franchi pas mal d'étapes dans le cadre de la transformation numérique du système de santé de la région. Donc vous êtes assez précurseur, vous pouvez revenir dessus. Donc qu'est-ce que ça a pu amener en plus cette nouvelle feuille de route? Alors, clairement, je dirais que la transformation numérique, c'est quelque chose qui a démarré en 1998 sur notre région, avec déjà une première expérimentation de DMP qui nous a appris ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, dès 2002, on a pu constituer un livre blanc qui nous a montré ce qu'il fallait faire. Et donc, on a commencé à faire un dossier professionnel réparti. C'est-à-dire qu'on ne partage pas les documents comme dans le DMP actuel, mais on partage les index et on interconnecte les gisements de données originelles. Donc c'est cette conception qui est un peu différente. Le DMP est resté sur la construction que nous avions refusée en 98. Donc voilà, on est un petit peu, on trouve que c'est un petit peu dommage quand même. Et donc le travail principal aujourd'hui, c'est de connecter les bases de données hospitalières, de toute façon, parce qu'il y a un échange sur les documents échangeables entre les différents hôpitaux. Donc tous les hôpitaux de la région sont aujourd'hui connectés et tous les habitants de la région ont un dossier numérique régional
qui permettent aux professionnels d'échanger des documents et d'aller chercher des documents dans des bases de données hospitalières s'il y a l'accord du patient. Donc ça c'est actuel, c'est actif. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne depuis. On a bouclé totalement la région avec la fusion d'Aura. Il y a 2 ans, on a fini les 8 millions de dossiers. Il n'y a pas de souci. Donc, quand la DNS arrive avec sa feuille de route, est-ce que vous avez l'impression, vous, que c'est un petit peu... Alors, nous, il nous manque une étape essentielle qu'apporte l'ENS, qui est l'espace patient. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, on est resté sur un espace professionnel. Vous, c'est les professionnels. Ouais, vous êtes déjà voilà. ultra connectés et ultra... Donc aujourd'hui, la seule chose qui nous manque, c'est le recevoir l'accord du patient pour basculer la totalité des éléments professionnels dans le DMP. Et puis le patient ira faire le tri pour avoir le DMP, puisque aujourd'hui le patient peut trier les éléments qu'il peut avoir dans le DMP. C'est la raison pour laquelle le DMP ne peut pas être un outil professionnel, mais qui est un outil personnel du patient. Et c'est la loi et on le comprend tout à fait. Mais en tout cas, ça ne peut pas être un outil professionnel. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que je fais une téléconsultation. Et ben, à qui j'envoie l'ordonnance sécurisée en pratique. Donc aujourd'hui, en pratique, je vais l'envoyer à la pharmacie que va m'indiquer le patient. Mais il serait bien plus simple de pouvoir l'envoyer sur son espace numérique de santé. Alors, on a un petit espace numérique de santé qui a été développé à travers le portail des HCL, des Hospices Civils de Lyon, où on a un espace patient, mais qui est un peu un précurseur. Donc, éventuellement, on peut créer l'espace santé du patient pour pouvoir lui envoyer. Mais bon, c'est bien compliqué. Et on a vraiment besoin aujourd'hui de cet outil qui est le portail numérique du patient. On a besoin que ces éléments puissent être stockés. Mais ce qui est le plus marquant, je reviens sur les besoins de structuration des voies communes, mais c'est la multiplication des acteurs qui interviennent, que ce soit l'État, que ce soit l'assurance maladie, que ce soit les mutuelles, que ce soit des opérateurs privés, que ce soit des établissements hospitaliers. Et un petit peu, chacun fait son travail dans son coin et on n'arrive pas aujourd'hui à parler vraiment d'un langage commun et on a besoin de ces architectures communes. On a développé, par exemple, le carnet de vaccins électroniques, qui est un formidable outil de développement. On a plus de 1,5 million de dossiers qui sont ouverts. Mais aujourd'hui, on va importer un carnet de vaccination électronique suisse, parce qu'il y a une méconnaissance, en fait, de l'État, des fonctionnements qui existent en libéral. Le libéral est très mal connu par l'État. Le libéral est mieux connu par l'assurance maladie. Et on a souvent quand même des incompréhensions et des ignorances. Un petit mot pour rebondir peut-être, David Senati, par rapport à ce que vient de nous dire Pascal Duro sur l'état d'avancement de la région et puis peut-être ces manquements encore entre le manque de cohérence entre les différents acteurs. Et que pouvez-vous nous en dire ? C'est un peu la raison d'être de la DNS. Donc, du coup, je ne peux que confirmer les constats, d'ailleurs, qu'on a partagés tous les trois, je pense, dans nos différents discours. C'est qu'effectivement, il y a besoin d'un chef d'orchestre de la e-santé au niveau national, notamment dans le cadre qu'on incarne dans le cadre de la stratégie, de la feuille de route que je vous ai présentée tout à l'heure très rapidement. Donc oui, bien sûr, on a besoin de tous parler le même langage, d'être tous bien alignés dans la même dynamique. Et comme vous le disiez très justement, l'ENS est attendu, c'est un élément important de la stratégie. De notre côté, on s'y prépare avec l'assurance maladie maintenant depuis de nombreux mois pour un lancement au 1er janvier 2022. Donc tous les citoyens auront leur espace numérique de santé qui sera créé à cet horizon-là. 1er janvier, sauf s'ils s'y opposent. Et du coup, il sera possible pour les professionnels de santé d'adresser via leur logiciel professionnel les documents directement dans le DMP/ENS du patient, puisque le dossier médical deviendra en fait la brique d'hébergement des documents médicaux qui seront adressés. Et l'ENS est vraiment l'outil à destination du patient.
sur lequel sera vraiment son front, l'interface qu'il pourra consulter. D'ailleurs, sur cet espace numérique de santé, il n'y aura pas que le DMP et la consultation des documents, il y aura également d'autres services, un fédérateur d'agenda avec la possibilité d'avoir une vue globalisée sur les différents événements de santé du patient. Il y aura également un store d'outils numériques. On est en train de peaufiner le processus de référencement qui permettront à l'ensemble des acteurs développant des services numériques en santé d'intégrer et d'être référencés dans ce store d'outils numériques. Donc c'est quelque chose d'attendu par l'ensemble de l'écosystème également. Ces outils pourront également s'interfacer avec l'ENS, donc échanger des données dans les deux sens avec l'ENS du patient, afin que le patient puisse être vraiment le maître de ces données totalement, ce que vous disiez tout à l'heure. On a également une messagerie citoyenne que l'on mettra à disposition dans l'ENS, au sein de laquelle les professionnels de santé pourront envoyer donc les messages directement sur l'ENS, un peu à la manière, si vous voulez, de votre compte aujourd'hui bancaire. Vous avez votre espace bancaire et vous pouvez communiquer avec votre conseiller via cette interface sécurisée. Donc là, ce sera le même principe, si vous voulez. Donc voilà, cet espace numérique de santé sera ouvert à tous au 1er janvier 2022. Donc on est vraiment sur les chapeaux de roue là pour le reste des derniers mois pour lancer le service. Alors quand je vous entends parler de la référence avec les systèmes bancaires, etc., on sait à quel point parfois ça peut être aussi complexe de se les approprier, complexe de les utiliser, complexe de savoir comment justement répondre à son conseiller bancaire ou autre. Comment va-t-on réussir à sensibiliser à la fois, les professionnels de santé et les futurs patients à l'utilisation de ces outils numériques? Moi, ça me paraît être quelque chose de très complexe, surtout quand on connaît aussi la disparité de la population en termes d'accès aux outils numériques. Est-ce que David Zenati, vous voulez parler sur ce point? Et puis ensuite, je passerai la parole à David Gruson. On a effectivement un enjeu qui est important, un enjeu de confiance dans les différents services numériques publics, un enjeu de formation. Je pense que peut-être côté plateau, vous pourriez avoir des remarques là-dessus sur la formation des professionnels de santé au numérique. Je pense qu'on a encore de larges marges de progression sur le sujet. Mais je crois que votre question était plutôt axée du côté du patient. On a effectivement une appropriation des services qui peut être tout à fait divers dans la population en général. Il y a un enjeu, je pense que c'est ce que vous vouliez que je dise en termes de fracture numérique, d'accessibilité des services, d'électronisme, qui sont des sujets qui sont aussi traités à la DNS par des groupes de travail spécifiques pour vraiment trouver des actions concrètes à mettre en œuvre et pas juste des belles phrases. Derrière ces sujets de fracture numérique, d'accessibilité, derrière le mot éthique, derrière doit se cacher des réalités concrètes et que ça se traduise par des choses évidentes dans la vie quotidienne des personnes pour faciliter justement l'appropriation de ces outils. Donc on a mis en place des groupes de travail pour vraiment approfondir ces différents sujets. Et sur la fracture numérique, par exemple, des sujets sur l'accessibilité des outils, sur identifier les zones blanches qui sont à la fois des zones blanches de réseau et à la fois des zones en sous-identification médicale, les zones prioritaires du coup où il convient d'intervenir. Donc on a 10 groupes de travail qui travaillent sur ces différents sujets, fracture numérique, éthique, développement durable du numérique en santé. Donc on s'y attelle aussi, on a des choses concrètes à partager avec vous, ça prendra un peu plus de temps, mais du coup, je vous invite à nous contacter, à consulter les éléments de la feuille de route qui sont disponibles en ligne et d'ailleurs vous joindre aux différents groupes de travail si c'est des travaux qui vous intéressent, évidemment ouverts à toutes les bonnes volontés. David Gruson, merci David. David Gruson, en termes de formation, comment va-t-on réussir à sensibiliser au maximum les professionnels de santé au déploiement de tous ces outils ? Il y a un enjeu clairement majeur sur ces questions. Il faut laisser aux acteurs l'opportunité de se sensibiliser au sujet. Je vous parlais tout à l'heure de la bascule dans l'opinion publique en général. Il y a aussi une bascule du côté des professionnels de santé. Mais il faut les armer, il faut les outiller avec des adaptations, des évolutions. Par exemple, depuis septembre 2019, l'intelligence artificielle est devenue une orientation prioritaire de développement professionnel continu, de formation médicale continue. C'est un des sujets sur lesquels on travaille avec Ethikia et la région Auvergne qui est partenaire de votre journée a pris une initiative pilote dans un champ qui est nouveau, qui est le champ de l'intégration d'une sensibilisation à ces outils numériques et d'intelligence artificielle pour les élèves des formations paramédicales. C'est la première région en Europe à le faire, sous l'impulsion du vice-président Yannick Neuder, qui est un programme
qui a été engagée, de formation des formateurs de ces instituts paramédicaux, de mise à disposition de sessions spécifiques à la fois en distanciel et en présentiel auprès des infirmiers de pratique avancée. Vous savez, ces infirmiers qui vont bénéficier d'outils de délégation de compétences et qui demain seront peut-être amenés à être la première ligne de recours à des éléments de santé algorithmique sous la supervision en deuxième étape de médecins de spécialité. Et puis l'idée de faire une formation massive, un MOOC, à destination de l'ensemble des infirmiers de troisième année de la région. Donc c'est vraiment une initiative pilote qui a été beaucoup relayée depuis son engagement. Maintenant, il faut généraliser des outils de ce type, le faire également au début du cursus des formations de formation médicale. C'est ce que soutient dans votre région également. Il y a un outil d'excellence qui est l'Université numérique en santé, l'UNES, qui est animé par le professeur Olivier Palombi du CHU de Grenoble et qui développe des outils numériques et qui a dans son programme de travail le déploiement de contenu de sensibilisation à l'IA dès le début du cursus des études médicales et dans la suite sous la forme d'enseignement spécialité. Donc vraiment un enjeu tout à fait prioritaire que cette question de la formation au numérique et à l'IA en formation initiale et continue. Pascal, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience terrain justement de cette formation indispensable des professionnels de santé à l'outil numérique et quel est votre point de vue? Alors, moi j'aime bien le terme conduite du changement. Conduite du changement. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut avoir des outils superbes, on peut avoir des formations déployées. Tant qu'il n'y a pas une véritable stratégie d'accompagnement des professionnels de santé dans le changement, ou il y a des conditions matérielles aussi. Moi, je crois que je suis un petit peu peut-être aigri, je dirais, par rapport avec le temps, mais je ne crois que aux conditions matérielles pour faire vraiment changer les pratiques. C'est-à-dire que c'est assez simple. Je vais prendre deux exemples. C'est 1996, c'est l'utilisation de la carte Sésame Vital. Ça a été une option conventionnelle qui a été quelque part imposée aux médecins sous conditions financières. Et si ça a fonctionné, c'est parce qu'il y avait cette incitation financière forte qui était amenée là. Deuxièmement, c'est le boom de la téléconsultation en mars, avril, mai 2020, suite en fait à la crise du Covid, avec des envolées de chiffres démultipliés par 1000, par 10 000 du nombre de téléconsultations, parce qu'il y avait un modèle économique qui venait remplacer un autre qui était défaillant. Et donc c'est vraiment la conduite du changement. Elle nécessite qu'il y ait une prise en compte du système économique et du moyen de financer les professionnels. Sinon, il n'y a pas vraiment de changement. Si je reprends, les changements sont allés beaucoup plus vite dans le monde libéral parce qu'il y a eu des conduites du changement qui étaient, on va le dire, monétisées quelque part. Dans le domaine public, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il n'y a pas de telles incitations, et donc je veux dire, on a des secrétariats d'un service à l'autre qui vont utiliser l'un l'outil numérique et l'autre qui ne vont pas l'utiliser sans qu'on comprenne bien pourquoi, et simplement parce que il y a des gens qui veulent pas changer leurs habitudes, et le poids des habitudes c'est très important. Et puis le deuxième point qui est très important, c'est qu'il faut associer ces modifications du contexte économique qui va faire changer les pratiques d'un accompagnement humain. On ne peut pas sortir de l'humain. Nous, on a fait des MOOC, on a fait des formations, on a organisé des formations le soir. Et ben, il y a toujours le docteur qui vous appelle. Je veux m'y mettre, mais je comprends pas, ça marche pas. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est... Il a été formé, normalement, le docteur. Il a été formé, mais
Il y a une énorme hétérogénéité du parc informatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le parc informatique est très hétérogène. Il y a plus de 180 éditeurs de logiciels de cabinet. Il y en a au moins une trentaine en pharmacie. Chez les infirmiers, il y en a une cinquantaine. Donc, si vous voulez, cette extraordinaire hétérogénéité, des gens qui utilisent certains qui sont encore à Windows 7, d'autres qui sont sous Mac, ce qui fait que il y a toujours besoin d'une adaptation humaine. Et si on ne prend pas en compte dans les changements cette capacité humaine d'assister, les professionnels essaient une fois, deux fois, trois fois, et après ils abandonnent. Et donc il faut qu'il y ait toujours cet accompagnement humain dans le changement. J'insiste parce qu'aujourd'hui, si on regarde les coûts, le développement d'un logiciel, ça va coûter N. La conduite du changement, ça va coûter N fois 3. David Senati, est-ce que vous voulez réagir à ces freins levés par notre praticien, Monsieur Dureau? Effectivement, il y a un sujet de conduite du changement qui est très clair, qui est dans le domaine de la santé, mais qui est dans d'autres secteurs aussi. Qu'on vient d'accompagner les professionnels de santé, ça c'est évident. Donc il y a différents organismes qui s'y emploient à ces fins-là. Peut-être qu'effectivement il y a des besoins de formation supplémentaire. Moi, d'accompagnement concret sur le terrain qui pêche probablement, mais déjà il faut savoir qu'il n'y a même pas de formation initiale qui existe. Donc en fait déjà à la base un sujet, c'est que dans les cursus universitaires de formation de professions de santé paramédicale, numérique en santé, c'est peau de chagrin, ça n'existe quasiment pas. David Gruson disait tout à l'heure que dans la formation professionnelle continue, du coup certains items sont apparus récemment. Il n'y a pas non plus un engouement énorme dans les formations qui ont été inscrites au DPC. On a vu les chiffres. C'est pas non plus un engouement formidable. Donc il y a quand même un sujet aussi de prise en compte du sujet dans la formation initiale. J'insiste là-dessus parce que vous avez abordé le sujet de la formation aux outils concrètement, qui peut être pris en charge par les éditeurs eux-mêmes, qui peut être les URPS peuvent jouer un rôle, les grades peuvent jouer un rôle, tous les acteurs de la chaîne, la Caisse Assurance Maladie peut également jouer un rôle, il le fait d'ailleurs. En ce qui concerne la formation initiale, cette fois-ci, là, on nous attend un peu au tournant. Dans le cadre de la stratégie d'accélération en santé numérique, dans le cadre du plan de relance, on a le marché de la santé numérique a été sélectionné comme un marché prioritaire à accélérer au même titre que d'autres secteurs clés pour faire de la France un leader dans le monde en santé numérique. Et la formation en fait partie. Et on va s'atteler avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation à reprendre les maquettes des différents cursus des professions de santé, mais également paramédicales, auxiliaires médicaux, pour rajouter du numérique en santé quand ça va bien. Donc il y a des sujets d'enjeux au numérique en santé, et il y a des sujets aussi, vous dites, de formation aux outils qui arrivent plus tardivement dans l'appropriation des outils sur place, sur site. Mais il ne faut pas oublier aussi les enjeux initiaux de formation initiale. Aujourd'hui, c'est vraiment complètement absent, ou en fait c'est lié plutôt à la dynamique locale et aux connaissances et aux tissus, peut-être au maillage territorial, que certaines formations intègrent tel ou tel type de sujet, mais c'est pas systématisé, et donc il y a un vrai manquement. Mais après, j'entends que ça règle pas le problème actuel, puisque les personnes que l'on forme en formation initiale n'arrivent sur le marché, entre guillemets, en profession, que quelques années, bien plus tard pour certaines d'entre elles qui commencent aujourd'hui. Mais il faut aussi s'atteler à ces sujets à la racine, parce que en fait, à ne pas les traiter, finalement, on se retrouve quand même à multiplier les problèmes concrets sur le terrain, d'assister les professionnels de santé et d'en assister beaucoup trop, ce qui peut devenir assez problématique, parce qu'on n'aura pas forcément les moyens de le faire. Donc juste insiste sur je partage complètement le constat, mais je réinsiste aussi sur la partie formation initiale qu'on est en train d'essayer de traiter. Pascal Dureau, quelques mots en réaction? Je ne peux que être d'accord sur la formation initiale, mais moi, ce que je voulais vous donner un exemple, je vous expliquais très clairement. Donc, à Vénissieux, nous sommes une CPTS depuis septembre 2019. Nous sommes la première CPTS qui est signée son ACI, et on a mis tout de suite dans les personnels qui viennent auprès de nous un assistant informatique
Ça veut dire qu'on a pris un mi-temps, on salarie un mi-temps sur notre communauté professionnelle territoriale de santé qui comprend 350 professionnels de santé environ. Quelqu'un qui éventuellement va venir sur l'ordinateur du praticien, qui va faire les réglages, les paramétrages, lui montrer comment il faut faire. Et ça, c'est ça qui coûte extrêmement cher parce que là, je viens de vous dire qu'on a pris un mi-temps pour 350 et on n'a pas encore fini de tout le monde de tout former. Mais par exemple, si on peut faire aujourd'hui de la téléconsultation dans les 4 EHPAD sur nos territoires, c'est parce qu'on est allé former les personnels des EHPAD à l'utilisation de la tablette numérique avec des procédures sécurisées. Mais par exemple, on n'arrive toujours pas à leur faire avoir une adresse MSS sécurisée pour qu'on puisse leur envoyer les ordonnances. Donc on fait des téléconsultations, on est obligé d'envoyer l'ordonnance à la pharmacie de l'EHPAD et les infirmières, elles n'ont pas les bonnes ordonnances. Enfin bon, je vous assure que le fait d'avoir quelqu'un qui vient, qui vous prend par la main, qui fait les paramétrages, qui fait les réglages, qui vous installe vos mots de passe ça peut paraître évident à certains. Moi, j'ai fait de l'informatique depuis tout le temps. J'ai un DEA d'informatique en plus de médecine, donc c'est pas un problème pour moi. Mais il y a plein de médecins pour qui ça représente beaucoup de problématiques. Enfin, médecins, infirmiers, biologistes, tout le monde. Et je veux dire que l'usage nécessite encore beaucoup d'accompagnement humain. Et je le redis, c'est vraiment cette conduite du changement. Elle nécessite des moyens humains considérables, parce que si vous considérez que vous avez 200 000 professionnels de santé dans notre pays, vous voyez, nous on a mis un mi-temps pour 300 et on n'a pas fait le tour. Donc voilà. David Gruson, est-ce que vous êtes aussi d'accord que la formation à elle seule ne suffit pas et qu'il y a cette conduite du changement qui est indispensable, et comment vous l'adressez, vous ? Oui, bien sûr. Il faut, Pascal l'a très très bien dit, la mise à disposition d'outils numériques, c'est une bonne chose en soi, mais on sait d'expérience que ça n'est qu'une partie du sujet. Si vous déposez comme ça un outil technologique auprès de professionnels ou d'établissements de santé sans vous soucier de sa bonne prise en main, en fait, vous êtes passé à côté de votre mission. Ce qu'on fait avec Jouve, c'est qu'on prend soin de travailler avec les professionnels. Là, je parlais de l'IA, d'automatisation de l'admission. On passe du temps avec eux pour essayer, à partir du moment où l'outil est déployé, d'en déduire des schémas d'évolution organisationnelle permettant de conserver la même qualité d'accueil, de relations humaines avec les patients qui viennent vers des établissements publics ou privés qui ont choisi notre solution, et puis derrière d'en déduire des éléments d'organisation, d'évolution de l'organisation dans le temps. Donc c'est important d'intégrer ça un peu en base, d'en faire, mais je pense que là, sous le contrôle de David, c'est aussi un des éléments de critères de jugement sur les projets qui sont présentés dans des appels à projets de la délégation numérique en santé, l'idée que on peut pas aujourd'hui construire un projet de transformation numérique sans éléments de conduite du changement. Je vous prenez l'exemple du programme massif de digitalisation des dossiers médicaux dont on parlait pour alimenter le S-Data Hub. Là-dedans, on incorpore un programme très fort d'aide à la transformation des métiers d'archiviste, de secrétaire médical et d'accompagnement pour concrètement libérer le temps médical qui est aujourd'hui dilapidé dans la gestion de tout ce papier pour le repositionner utilement auprès des patients. Et ça veut dire de l'accompagnement. Et puis après, une fois que les bonnes pratiques sont identifiées, capitaliser sur celles-ci, les diffuser, les faire connaître. Il y a un vrai rôle d'animation de réseau que peut jouer la DNS. Et là, on est dans une approche vraiment du terrain vers le national, des acteurs qui portent ces sujets auprès des professionnels vers la mutualisation de ces bonnes pratiques. Merci David. Alors, je vous propose que l'on passe à un autre sujet, un autre enjeu de la e-santé. David Senati, donc au-delà de cet enjeu de formation et de conduite du changement, on a compris, quels sont les autres enjeux ou l'autre enjeu majeur que questionne la e-santé, l'arrivée de la e-santé en France ? Alors, j'aurais deux autres enjeux. Un enjeu qui ferait plaisir à David et qui ferait la transition, donc je le mettrai en deuxième. Un premier enjeu déjà sur la lisibilité et l'accès au marché des dispositifs médicaux notamment, mais des services numériques en santé. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs développent des outils services numériques en santé.
au-delà de la partie appropriation, utilisation et confiance dont on a abordé juste avant, il y a un sujet aussi de modèle économique. Beaucoup d'acteurs ne trouvent pas de pérennité leur modèle économique aujourd'hui en e-santé. C'est assez compliqué. On parlait tout à l'heure des logiciels et des outils qui accompagnent les professionnels de santé au quotidien, où là, il y a un modèle économique qui est peut-être un peu plus stabilisé, où les professionnels de santé vont pouvoir acheter des licences pour s'équiper, ou les hôpitaux également. Mais il y a d'autres secteurs où c'est plus complexe, notamment pour les dispositifs médicaux numériques, tous ces services numériques, qui espèrent ou qui attendent une prise en charge par la puissance publique, remboursement par l'assurance maladie, en d'autres termes. C'est aujourd'hui assez compliqué, assez peu lisible. Le process est assez complexe, puisqu'il faut que ces entreprises apportent la preuve, si vous voulez, un peu la preuve clinique du bénéfice apporté par leur service numérique. Un peu comme ce qui est fait aujourd'hui pour les dispositifs médicaux classiques, mais aussi pour les médicaments. Et justement, les process aujourd'hui classiques pour les médicaments ne sont pas forcément ceux aussi qui doivent être appliqués pour les dispositifs médicaux numériques. Ce qui fait qu'on a des entreprises qui développent des outils, doivent apporter la preuve clinique de la valeur ajoutée et qui doivent utiliser des mécanismes qui sont aujourd'hui un peu adaptés, calés sur le modèle du médicament, qui ne collent pas tout à fait avec le mode de développement, de mise à jour, de distribution de leurs outils. Et donc, il y a tout un changement de paradigme aussi à trouver, en tout cas pour la prise en charge de ces outils. Un certain nombre de pays dans le monde travaillent sur des accès précoces, sur des mécanismes de prise en charge innovants pour les dispositifs numériques en santé. En France, on a un certain nombre d'outils qui permettent ce genre de financement, l'article 51, le programme ETAP qui va s'arrêter sur la télésurveillance, mais du coup, ce sont des moyens pour les entreprises de trouver du financement, mais c'est pas forcément dans la pérennité, dans la visibilité qu'on peut donner aux investisseurs qui ont besoin d'avoir des modèles économiques qui tournent à plein régime ensuite et qui peuvent décoller et du coup faire aussi décoller cette filière du numérique en santé qui attend aussi de la lisibilité. Et donc on travaille sur la stratégie d'accélération en santé numérique sur ces points-là, sur les sujets évaluation, accès au marché, prise en charge, financement, qui sont des enjeux importants dont on n'a pas abordé là, parce qu'on parlait beaucoup formation et acculturation, mais qui sont des enjeux majeurs. On voit se démultiplier le nombre d'outils numériques en santé en France, mais tous n'ont pas de modèle économique. Et pas mal de boîtes vont péricliter dans les années à venir. Il y a une sorte de cycle de vie des entrepreneurs et il faut absolument qu'on arrive à développer le modèle économique sur notre secteur. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais là, vraiment, dans le cadre de la stratégie d'accélération, on souhaite se donner les moyens de traiter ce point. Et un deuxième enjeu pour faire la transition avec David, c'est qu'il y a un enjeu autour de l'éthique du numérique en santé. L'éthique, c'est un grand mot, c'est un peu un buzzword, c'est comme IA, on en parle souvent, etc. Mais concrètement derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, il faut vraiment le matérialiser par des choses concrètes. Et là, du coup, David pourra probablement en dire davantage, puisqu'il participe également des groupes de travail que l'on mène au ministère, mais mène également de formidables travaux de son côté. Il en a déjà dit deux mots. Voilà. Alors, David Gruson, je vous passe donc la parole. Quand il s'agit de la dimension éthique de la e-santé, ça soulève effectivement beaucoup de questions. Donc, comment réussir à garantir la protection des données individuelles? Comment réussir à réguler éthiquement, trouver un équilibre entre l'innovation et puis sa régulation éthique? Enfin, voilà, toutes ces questions-là, elles sont nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Oui, en quelques instants, David m'a passé la balle et merci. Et donc c'est un des donc Dominique Pont et Laura Letourneau ont lancé un groupe de travail que je copilote avec Brigitte Serrossi sur ces enjeux. C'est des points qu'on a vus dans le cadre de la préparation de la révision de la loi de bioéthique qui, vous savez, finit son parcours en France. Et donc là aussi, il faut avoir une approche un peu concrète des choses. Il y a un travail qui a été mené par le Comité consultatif national d'éthique. On y a apporté notre pierre avec Ethikia pour essayer de qualifier ces enjeux. Alors, en posant quand même comme élément initial qu'on ne part pas de rien et que la France est l'endroit au monde, le pays au monde où il y a le niveau de protection juridique des données de santé, puisque vous abordiez le sujet, qui est le plus fort, puisque s'ajoute au règlement général sur la protection des données européen, ou un cadrage déontologique, des éléments de protection de secret médical. Donc c'est en France, je le redis, le pays où on a un niveau de protection juridique des données le plus élevé. Une fois qu'on pose ça et que le RGPD, qui est un vrai vecteur d'intégration numérique européenne,
est considéré comme un prérequis, mais mesurons bien quand même que c'est un prérequis qui ne s'applique pas partout du tout. C'est vraiment une force européenne d'avoir construit ce vecteur. Il faut faire attention sans doute à deux écueils. D'une part, ne pas surréglementer. Et là, il faut, dans des fonctions précédentes, je bats ma coupe parce que j'y ai un peu trop cédé. On peut avoir la tentation en France de faire trop couler l'encre réglementaire. Et là, il faut bien mesurer que sur ces sujets, je le disais tout à l'heure, les systèmes de santé sont de plus en plus poreux entre eux et il y a, au niveau international, il y a une compétition. Il faut être là aussi très clair qui s'exerce sur ces sujets de numérique et de pilotage par les données. Donc, il faut faire attention à ne pas faire ceinture et bretelle de réglementation parce que ça reviendrait à couper l'herbe sous le pied des innovateurs qui évoluent déjà dans un contexte éthique et juridique très protecteur en France et en Europe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième écueil, ce serait effectivement de se mettre des œillères. Il y a des risques éthiques nouveaux à réguler. On a essayé de les qualifier, notamment s'agissant du déploiement de ces traitements algorithmiques, d'intelligence artificielle, mais au-delà des traitements algorithmiques dans le domaine de la santé. Globalement, et ça, je pense que Pascal pourra sans doute en dire un petit mot, le risque le plus grand, ce serait sans doute celui d'une perte d'esprit critique, ou pire encore, d'une substitution complète de la machine à l'intervenant humain. Vous l'avez dit très bien tout à l'heure, Pascal, il faut garder les professionnels et les patients au centre du dispositif. Et donc c'est pour ça qu'on a porté l'idée de faire reconnaître un principe de garantie humaine du numérique et de l'intelligence artificielle. L'idée étant d'établir une supervision par les professionnels, par des représentants des patients, dès la phase de conception de l'outil numérique, et la conception algorithmique, mais aussi dans sa vie réelle, dans son usage, pour qu'on ait des outils de supervision au point critique de la vie de la solution numérique, permettant de s'assurer qu'il reste sous supervision humaine. Et c'est une idée qui a été portée en France, qui a germé dans le cadre des travaux de la l'ANES, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, était intégrée à l'article 11 de la loi de bioéthique, qui finit son parcours au Parlement, qui entrera en vigueur au deuxième semestre. Et la bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est que cette idée de garantie humaine de l'IA a été intégrée à l'article 14 du projet de règlement qu'a rendu public la semaine dernière la Commission européenne. Donc c'est intéressant de savoir qu'en plus du RGPD, on va faire de l'Europe le continent de la garantie humaine de ces solutions numériques et d'IA. Ça a une valeur technique, ça aussi, vous le sentez bien, une valeur au rang des principes. C'est un vrai message humaniste au premier sens du mot. Et je pense, là je reprends en une seconde ma casquette industrielle, que c'est aussi, ça a aussi de la valeur pour la compétitivité de ce que l'on produit. On produit de l'innovation durable, responsable. Et dans la durée, je pense que ce modèle-là, français, européen, il a aussi sa portée dans cette compétition dont je parlais. Pascal, est-ce que je peux vous laisser réagir justement sur cette notion d'éthique, sur ce risque peut-être que ressentent certains médecins de se voir dépossédés de leur métier, ou sur ce risque de substitution de l'humain par l'IA? Est-ce que c'est concrètement au cours de, au centre de vos interrogations? Je crois qu'aujourd'hui, l'important, c'est le dialogue qui est entre le professionnel et le patient. Le professionnel, lui, il a à intégrer les données actuelles de la science. Et les données actuelles de la science, l'IA fait partie des données actuelles de la science. La science aujourd'hui va apporter des données sur l'analyse des symptômes, sur les choix thérapeutiques. Et donc le médecin, dans son discours, lui, doit apporter tous les éléments qu'il doit restituer dans le niveau de langage que peut comprendre le patient pour que le consentement éclairé du patient soit atteint. Alors, quand on parle de ces éléments-là, ce sont des éléments qui paraissent un peu anciens, de dire qu'il y a un dialogue patient, qu'il y a un consentement éclairé et qu'il y a les données acquises de la science. Mais ça reste, je dirais, quelque part intemporel, et ça reste la base de notre exercice. C'est-à-dire qu'on a des données réglementaires, on a des données de remboursement de l'assurance maladie, on a des données
scientifiques. On a même aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'on a des données médiatiques. Je veux dire, si je reprends l'exemple sur la vaccination, on passe notre journée à expliquer aux gens qu'il n'y a pas plus d'accidents avec l'AstraZeneca qu'avec le Pfizer. Qu'on leur donne les chiffres, on leur sort les chiffres de la NSM. Et ce sont des exemples. Et c'est là le rôle du professionnel de jouer cette interface. Et les données de l'IA, je les intègre comme les données de la science. C'est pareil, ce sont les mêmes données. Mais mon rôle est toujours aujourd'hui de les intégrer dans le conseil que je vais prodiguer aux patients. Alors, généralement, aujourd'hui, c'est vrai que les conseils se traduisent en prescription, mais on rappelle que la fonction de médecin, c'est de conseiller une thérapeutique, et si le patient est d'accord, on la prescrit pour qu'elle soit prise en compte par le pharmacien, puis le système de remboursement de l'assurance maladie. Voilà. Mais je crois qu'il faut bien savoir dans quelle position on est. L'IA ne prendra pas notre place. Je pense que l'IA va être un chapitre de plus qu'il faudra prendre en compte. On va regarder une situation clinique qui nous paraît peut-être pas très claire. On va peut-être consulter des big data qui vont nous dire statistiquement vous avez plus de chances d'avoir telle pathologie, voilà. Et puis si je choisis telle thérapeutique, statistiquement j'ai plus de chances, voilà. Mais bon, ce patient il a tel problème, donc voilà. Donc le boulot du soignant. Et que je dis soignant parce que c'est pas que le médecin, je veux dire que l'infirmier, le pharmacien, le biologiste, ils ont tous la même position qui est de dire on est dans un dialogue avec le patient et on doit expliciter ce qu'on fait. Et si quand on n'explique pas ou quand on se met à raconter un peu n'importe quoi au patient, on a toujours des problèmes. Je veux dire les procès, les machins, c'est parce que simplement à un moment on n'a pas dit au patient là, on a fait ce choix en fonction de ça et ça. C'était pas forcément le bon choix. On aurait dû faire ça. Quand on a l'humilité de dire ça au patient, il le comprend très bien. Ça se passe très bien la plupart du temps. Et je ne redoute pas l'irruption de l'IA dans ma thérapeutique et dans mon relationnel. Très bien, donc c'est un message d'espoir, en tout cas d'accueil de l'IA dans votre profession. Un tout dernier très rapide tour de table avec vous trois, vraiment rapidement parce que nous avons terminé cette table ronde. La e-santé, c'est vrai que ça suscite vraiment de vastes espoirs pour la médecine de demain. Le champ des possibles est extrêmement large. Si vous deviez identifier un champ de cette e-santé qui, à votre avis, va vraiment révolutionner la prise en charge des médecins, des patients ou l'organisation du système de santé demain, un exemple chacun, quel serait-il, Pascal ? Moi, j'ai un petit truc, mais si j'en parle, ça va vous faire bizarre. C'est la concertation pluriprofessionnelle asynchrone. Je pense qu'aujourd'hui, de regarder un patient avec son seul regard, souvent, ça nous éloigne du meilleur et de l'optimum. Et si on peut aujourd'hui se rassembler avec les différents professionnels qui interviennent auprès du patient, croiser nos regards, et si on peut utiliser des outils qui nous permettent de rester compatibles avec nos exercices professionnels et abandonner la sacro-sainte synchronisation des RCP, on va gagner beaucoup en qualité de prise en charge. Merci. David Gruson, de votre point de vue. Oui, là aussi, pour être très trivial, le fait d'avoir enfin un système de santé zéro papier pour les professionnels et les patients, franchement, quand on peut le faire, et on avait fait quelques terrains de démonstration, ça change la vie pour tout le monde, ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de qualité de prise en charge. On peut se recentrer sur l'essentiel, donc vivement ça. Merci David. Et David Senati, pour conclure. Je vous aurais dit l'espace numérique de santé, mais c'est un peu trop facile. Pourquoi pas. Du coup, voilà, je peux vous dire effectivement l'espace numérique de santé et toutes les thérapies numériques, les dispositifs médicaux logiciels qui pourront intégrer le store qui sera dans l'espace numérique de santé disponible au 1er janvier 2022. Eh bien, rendez-vous au 1er janvier 2022 alors pour le lancement, entre autres, de l'espace numérique de santé. Merci messieurs de nous avoir éclairés sur le sujet de l'e-santé, un sujet très vaste et qui suscite beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci.